Madame Mathilde Fiquet, je ne vais peut-être pas vous présenter puisque Nicolas l'a déjà fait. Donc, en fait, vous êtes directrice à Europe Analytica, intervenante à l'école de guerre économique. Vous êtes secrétaire générale de la CEPI, Association européenne de la production audiovisuelle, et vous allez nous présenter le cas des droits d'auteur et de la protection cinématographique européenne indépendante. Vous avez la parole, madame. Bonjour. Merci Nicolas pour cette reconnaissance et madame Lindemann, merci pour cette invitation aujourd'hui. Donc je pourrais parler un autre jour du digital, mais aujourd'hui on m'a demandé surtout de parler du domaine de la culture en France et plus particulièrement de la production audiovisuelle. Donc, il s'agit absolument d'un secteur qui est en plein changement. On constate qu'en fait, il y a, et je suis sûre que vous en êtes tous conscients, un changement dans la façon dont on consomme notre contenu, que ce soit un film, une série, un documentaire, un film d'animation. On est tous en train d'évoluer sur la façon dont on regarde ces histoires et ces récits. On est passé d'une situation où on possédait le contenu, on a tous, moi en particulier, moi en premier, une énorme bibliothèque avec énormément de DVD, à une situation où le plus important pour nous, c'est l'accès au contenu. C'est-à-dire que vous pouvez regarder votre film à tout moment, n'importe quelle heure, et sur n'importe quel outil, que ce soit votre téléphone, votre télé, votre ordinateur. Ces changements-là, il y a une énorme industrie derrière qui les pousse, bien sûr. Et ce qu'on voit, c'est que en 2020, les plateformes de vidéo à la demande, donc les VOD, ne représentaient que 6% du revenu total du marché européen. Mais ça, c'est un chiffre qui n'est pas forcément le plus important. Ce qui est important, c'est que sur les 10 dernières années, cette industrie-là, on a observé que ses revenus ont été multipliés par 30. En 10 ans, on a des revenus qui sont multipliés par 30. On a une croissance du secteur de la vente de la vidéo à la demande qui est de 40%. Maintenant, quand on regarde de plus près ces chiffres-là, ce qu'on se rend compte, c'est que des services de plateformes de vidéo à la demande, il y en a plein, il y a plein de sortes différentes, mais il y en a un en particulier intéressant, c'est celui aux abonnements. Vous avez tous un abonnement Netflix ou un abonnement chez un autre fournisseur. Ce service-là, de vidéo avec abonnement, on a une croissance de 95% en particulier sur ce secteur-là. Donc c'est énormément, c'est très important et on voit la façon dont on change notre consommation de l'audiovisuel et l'impact que ça peut avoir culturellement et l'impact que peut avoir les films qui sont accessibles sur ce genre de plateforme. En 2020, en Europe, la vidéo à la demande, c'est 11,6 milliards d'euros de revenus. Et 84% de ces revenus-là, c'est les services de vente de vidéo à la demande avec un abonnement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec la crise du Covid, forcément, les tendances qui avaient commencé, on a parlé de chiffres sur 10 ans, les tendances qui avaient commencé se sont accélérées. On s'est tous retrouvés chez nous, en tout cas une bonne partie. On a regardé moins de contenu, on a multiplié nos abonnements, on a continué à regarder d'autres choses. On a vu, en termes de marketing, des nouvelles séries arriver qu'on a tous voulu regarder. Donc il y a eu cette accélération des tendances qui a été extrêmement important. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une augmentation de la concurrence. On entend parler des nouvelles plateformes, que ce soit des plateformes françaises, des plateformes américaines, mais également des plateformes d'autres pays. Mais le but, avoué, et ce qui est peut-être intéressant de faire un point avec ce que M. Herbulot disait avant, c'est de nous offrir du service. On a plus de contenu, on a du contenu accessible de plein de régions différentes, et on peut le regarder à n'importe quel moment, sur n'importe quel outil. Quand on regarde les chiffres, et ce sont des chiffres qui viennent de l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les services mondiaux sont ceux qui sont les plus présents en Europe. Dans tous les pays, à l'exception de 6, les 3 premiers services de vidéo à la demande sont américains. Il n'y a que dans 6 pays en Europe où il s'agit au rang 2 et 3 de services européens. Sinon, ce sont que des Américains. En France, c'est pas très compliqué, vous n'allez pas être surpris. Le premier, c'est Netflix. Le deuxième, c'est Amazon Prime. Et le troisième, c'est Apple TV. Ensemble, ils ont 92% de la part de marché en France. Donc une fois qu'on a fait ce constat, il faut se poser la question de quels sont les enjeux, quelles sont les opportunités et qu'est-ce que ça veut dire pour l'industrie de l'audiovisuel en France, pour la production, mais aussi d'un point de vue culturel, pour les histoires que nous on raconte, pour les histoires que nous on veut voir. D'abord, on va garder le côté un peu positif, les opportunités. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir accès à ces nouveaux services ? Ça veut dire qu'en tant que public, on peut avoir accès à des contenus qui viennent du monde entier. Qui n'a pas entendu parler de la série coréenne Squid Game qui fait le buzz depuis quelques mois ? Personnellement, je ne l'ai pas regardé, mais tout le monde en parle.
Ce sont des services qui offrent aux téléspectateurs une ouverture vers d'autres contenus et c'est extrêmement intéressant et ce n'est pas quelque chose qu'il faut fermer. C'est aussi une opportunité pour nos producteurs. En France, on produit énormément de contenu et c'est une opportunité d'avoir ce type de service puisque ça veut dire qu'également nos films peuvent être vus partout dans le monde. On pense à Lupin, qui a été un énorme succès sur la plateforme Netflix. Donc c'est une opportunité qu'il faut absolument se saisir en tant que société, mais aussi dans le cadre de l'industrie de l'audiovisuel. Par contre, forcément, c'est une évolution qui crée des enjeux. La production française, dans le secteur audiovisuel, que ce soit le film ou la série, elle fait face à ces nouveaux acteurs qui viennent avec des approches économiques très différentes, des pratiques commerciales très différentes, certaines étant inspirées des États-Unis. On a un cadre en Europe sur la protection des droits d'auteur qui est là, qui forcément les force à s'adapter. Néanmoins, elles sont disruptives. Elles apportent un changement auquel nous, il faut qu'on s'adapte. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020, c'est une information qui est sortie cet été, Netflix est devenu le plus grand commanditaire de contenu scénaristique européen avec 72 séries. C'est plus qu'une chaîne de télévision allemande ou que la BBC, par exemple, ou que n'importe quelle autre chaîne ou France Télévisions. Donc c'est également important de prendre en compte comment ces énormes plateformes en fait, jouent sur la production en Europe et en France et sur ce qui va ensuite atterrir devant nos écrans. Ce qu'il faut également voir, c'est qu'il y a une intégration verticale de ces plateformes. Elles s'intègrent de plus en plus dans la production, elles font leur propre production et elles ont de plus de partenariats pour la distribution sur le contrôle de votre fenêtre. Qui n'a pas de télévision smart sur laquelle vous avez différentes applications? Qui a acheté une Smart TV sur laquelle il n'y a pas l'application Netflix ou l'application Prime? Qui a déjà essayé de regarder comment notre télécommande fonctionne si vous appuyez sur Netflix ou si vous appuyez sur une autre? Quels sont les nudges, comme on appelle en anglais, qui vous permettent de vous rendre compte que vous restez plus longtemps sur une application que sur une autre? Donc on a vraiment un contrôle complet et une intégration complète de l'industrie du secteur audiovisuel par ces plateformes depuis la production, voire potentiellement la mise sous contrat de certains acteurs, de certains scénaristes, jusqu'à la livraison devant vous sur vos écrans, avec des partenariats sur l'infrastructure avec les outils. Ce qu'il faut se poser également comme question, c'est qu'est-ce qui est au cœur de ce contrôle et de cette intégration verticale? Et c'est mon point de vue personnel, c'est la data. C'est extrêmement important, la data. On peut parler du digital, mais dans le domaine de l'audiovisuel, c'est principalement la data sur les chiffres d'audience. C'est essentiel pour le producteur de pouvoir déterminer le succès d'une œuvre, de savoir qu'est-ce que vous regardez maintenant pour pouvoir essayer d'anticiper ce que vous allez avoir envie de regarder plus tard. Donc c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important. Autant en France, on a un écosystème extrêmement riche et on a des cadres de protection dans l'audiovisuel qui nous permettent d'avoir des informations. On a de la médiamétrie, on a des chiffres d'audience pour la télévision, on a des box-office pour le cinéma. C'est pas partout pareil en Europe, mais en France, on a cette valeur ajoutée. À l'heure actuelle, quand Netflix ou quand une autre plateforme VOD prend une décision de financer une production ou une autre, elle sait ce que vous avez déjà vu. Elle sait exactement, jusqu'à vous en tant qu'individu, ce que vous avez vu, à quelle heure vous l'avez vu, est-ce que vous avez regardé 2 minutes ou est-ce que vous avez regardé le film complet. Quand un producteur indépendant français doit prendre une décision pour essayer de produire une œuvre qui va atterrir sur une plateforme, il prend cette décision dans le noir. Donc la notion de transparence pour moi est un élément clé pour pouvoir arriver à faire en sorte que nos producteurs indépendants puissent avoir au moins le même cadre de choix que des plateformes telles que Netflix. Un autre point qui est assez intéressant, c'est au niveau de la création. Pour ceux qui le sachent, cet été, Amazon, avec son système de vidéo à la demande Prime, ils ont acheté l'un des plus gros studios d'Hollywood, ils ont acheté la MGM. De manière pratique, ça veut dire que tous les films de James Bond sont maintenant détenus par Jeff Bezos. Donc c'est toujours bon à savoir. Mais ce qui veut dire aussi, c'est que Prime a décidé d'investir énormément dans la création de nouveaux contenus. Il y a une véritable guerre qui est en train de se créer entre des grandes plateformes pour créer à qui mieux le plus grand contenu, celui qui va permettre le plus d'audience, mais également celui qui va permettre le plus d'inscriptions, de plus d'abonnements. Donc on est vraiment en train de se retrouver en tant que producteur indépendant dans une guerre entre des géants sur lesquels on a au final très peu d'accroches pour pouvoir influencer et pour pouvoir avoir nos propres contenus sur ces plateformes de manière visible. Il y a 2 enjeux qui sont véritablement clés d'un point de vue du producteur indépendant en France. Le premier, c'est le financement.
arriver à trouver le financement pour pouvoir produire son film. Quand on regarde des films, on est entre 10 et 20 millions d'euros. Ce n'est pas des petits budgets. Et le deuxième, c'est de faire en sorte que les films soient vus, que les œuvres soient vues. Si on produit un film, ce n'est pas pour que personne le voie et qu'il soit en bas du catalogue. C'est pour que les gens puissent le voir. C'est pour ça qu'on fait de l'audiovisuel. Sur ces deux points-là, je dois avouer que je suis extrêmement ravie de ce qui s'est passé en France. La France a pris une longueur d'avance, en partie grâce à la transposition de la directive SMA. C'est une directive qui a été adoptée en 2018 et le décret français sur SMA est entré en vigueur le 1er juillet 2021. Sur ces deux points, le financement et la visibilité, ils sont vraiment allés plus loin que les autres pays d'Europe. La France est allée plus loin et c'est le début d'une évolution que moi je trouve assez positive, mais sur lequel il faudra également continuer à travailler. Concernant la visibilité des œuvres européennes, y compris des œuvres françaises, le décret SMA en France impose que 60% des catalogues de vidéos à la demande soient consacrés à des œuvres européennes. Et dans ces 60%, 40% doivent être des œuvres françaises. Ce qu'il faut savoir, c'est que la directive européenne ne demandait que 30% des catalogues soient constitués d'œuvres européennes. Donc on a plus du double en termes d'obligations en France, à tel point que la Commission européenne s'est même posé des questions de savoir si c'était correct. Concernant le financement, et c'est un point qui est extrêmement important, le décret SMA impose qu'entre 20 et 25% du chiffre d'affaires des vidéos à la demande soit réinvesti dans la production d'œuvres européennes. C'est un chiffre, un taux qui est extrêmement élevé comparé aux autres pays. Néanmoins, ce qui est relativement intéressant de notre côté, c'est qu'on est allé plus loin en travaillant sur des sous-quotas. C'est-à-dire qu'on a demandé que en faisant partie de ces 20 à 25%, il faut qu'il y ait 85% qui aillent vers des œuvres en français et 2/3 doivent aller de la production indépendante. Et maintenant, la clé la plus importante que moi je trouve absolument essentielle, c'est que la France s'est engagée dans un débat sur ce qui est une œuvre indépendante. Qu'est-ce qui est une production indépendante? Et c'est un débat qu'on a vu nulle part ailleurs en Europe. Et c'est dans ce sens-là que je trouve qu'on est plus avancé sur la question de comment défendre notre production par rapport à ce changement dans le secteur, c'est qu'on a réfléchi à la notion d'indépendance et qu'est-ce que ça veut dire. En particulier, on a mis en place des critères pour définir l'indépendance, c'est-à-dire notamment le fait que quand une plateforme de vidéo à la demande investit dans le cadre de son obligation dans une production, cela ne doit pas être une production dans laquelle elle a des intérêts financiers, par exemple, ou alors elle ne peut avoir le mandat de distribution de cette offre que pendant 1 an. Donc on a des critères qui sont extrêmement stricts et on va beaucoup plus loin que les autres pays. Bien qu'on doit encore évaluer comment ce décret va s'implémenter en France et comment il va améliorer et changer l'industrie de manière réelle, on voit qu'il y a véritablement un effort pour maintenir le développement d'un tissu productif français et d'un patrimoine culturel, parce que c'est un sujet qui est extrêmement important pour nous. C'est un pas dans la bonne direction, mais c'est surtout pas une fin en soi. Et donc, à ce titre, moi, je voudrais faire 4 recommandations pour une réflexion dans le domaine de l'audiovisuel. La première, c'est qu'il faut absolument maintenir un haut niveau de qualification qui existe en France. On a des techniciens, on a des producteurs, on a tout un écosystème qui est extrêmement qualifié et que le monde nous envie. Il y a plusieurs années, l'animation était principalement faite en Asie et aux États-Unis. L'animation est revenue en France, grâce à nos écoles, grâce à nos formations, grâce à nos talents qu'on a su développer, et il faut absolument continuer ça. Le deuxième point, c'est qu'il faut absolument travailler sur les enjeux qui font que des plateformes telles qu'on a sur le marché maintenant sont en position de concurrentielle. Et pour moi, c'est la data, le premier jeu, j'en ai parlé. Le deuxième, c'est l'algorithme. C'est ce qui permet de décider ce qui va être présenté devant vous ou pas, parmi un catalogue qui compte des milliers de titres. Et donc, c'est absolument important de travailler sur la transparence. Comment est-ce qu'une plateforme qui contrôle de la production jusqu'à nos écrans décide ce qui va apparaître comme les 3 plus gros titres et donc faciliter ce que vous allez voir ou pas. Le troisième point, c'est que je pense qu'il faut absolument travailler au niveau européen. La France a été pendant très longtemps seule sur ces sujets-là. Elle n'est plus seule, elle est la première. Et on voit que d'autres pays sont en train de suivre le pas. Pas de manière aussi détaillée, mais quand il y a quelques années, la France était la seule à considérer des obligations de financement et d'investissement sur les plateformes de vidéo à la demande, alors maintenant, on peut voir que d'autres pays sont en train de suivre le pas. Une fois de plus, on n'est pas du tout dans les mêmes mesures. La France est entre 20 et 25, mais quand on voit les autres pays, c'est 2% en Croatie, c'est 4% en Portugal, c'est 1,5% en Pologne, même si je crois que la législation a changé maintenant. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes taux, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une évolution et un voyage dans la bonne direction, et il faut
faut absolument qu'on accompagne ça au niveau européen, de manière à pouvoir travailler ensemble sur ces problèmes de grandes plateformes. Et enfin, le dernier point, je voudrais absolument qu'on travaille sur le domaine de la souveraineté culturelle. C'est un point qui est extrêmement important et qui mérite d'être au centre de notre réflexion lorsqu'on travaille sur de la législation dans le domaine de l'audiovisuel et probablement de la culture de manière plus générale. Et pour moi, ça passe sur des questions sur la définition de l'œuvre européenne. Quels doivent être les critères pour définir l'œuvre européenne? Est-ce que la présence sur le territoire européen du directeur ou du producteur est suffisant pour définir une œuvre européenne? Ou est-ce qu'on peut se poser des questions, par exemple, sur les critères de droit d'auteur, de protection intellectuelle? Est-ce que c'est peut-être pas ça qui doit être considéré comme un critère? En tout cas, il faut qu'on ait cette discussion pour pouvoir avancer. Enfin, j'aurais voulu juste terminer pour rappeler un petit peu de quel secteur est-ce qu'on vient. C'est une petite touche de philosophie personnelle, mais la production audiovisuelle, les films, les séries, l'animation, les documentaires, tout ce qu'on regarde, c'est pas juste de l'entertainment à l'américaine. Ici, c'est véritablement un besoin de récit. On a une humanité qui a toujours eu besoin de récits. On se raconte des histoires depuis la nuit des temps. Notre secteur audiovisuel en France, ce n'est que le prolongement de ce besoin d'histoire que notre société a. Il faut absolument le conserver et le conserver riche et différent. Merci.